Ouais, bienvenue sur Maintenant Média. Si vous nous rejoignez, c'est une édition spéciale de la chute, question Trump vers l'échec. Et donc maintenant, on va parler d'un document qui date de 2010 et qui est extrêmement important, que Trump et son état-major a refusé de prendre en compte, qui est d'autant plus troublant qu'il détaille exactement tout ce qui s'est passé, ce qu'on nous présente aujourd'hui comme étant une surprise en disant non, non, ils se sont adaptés, les plans changent, hein, ce que disait tout à l'heure le chef d'état-major américain, les plans changent après le premier jour de combat. Dans la réalité, non. Et ce plan, évidemment, est un petit peu difficile à trouver parce qu'il est disponible en open source pour tout le monde on va voir le bandeau du site internet parce que ça va nous faire sourire, le fameux United States Institute of Peace. Mmh. Alors, si on se souvient, est-ce que tu te souviens, c'est quoi ce United States Institute of Non, Peace? dis-nous. Bah, Ah, c'est vas-y. c'est où, il allait avoir un discours de Trump et donc à la dernière seconde, on est venu rajouter le nom de Donald Trump sur le bâtiment et qu'on voyait que c'était pas la même police, Ce pas la bâtiment-là? même, C'est exactement c'était ça. sur du papier ou quelque chose Salut-moi. comme ça? C'était Et exactement c'était ça. Marco Rubio qui disait qu'il était tout fier d'annoncer ça. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, ce United States Institute of Peace, où maintenant il y a le nom de Donald Trump, c'est aussi une ressource extraordinaire de documents qui sont écrits par des chercheurs, par des universitaires, par des militaires, et qui proposent souvent ce qu'on appelle des papiers blancs, des tas d'informations. Donc, sur ce site-là, il y a le rapport suivant. Donc, je vais vous montrer le résumé. C'est un résumé de 6 pages, hein. C'était lourd à lire, je sais. C'est sur le Iran Primer. Donc, on va aller ça. Mais juste pour conclure la petite histoire, si Donald Trump n'avait pas accès, Donald Trump et ses alliés, parce qu'évidemment, je ne vais pas accuser Donald Trump de ne pas avoir fait son travail et de ne pas avoir fait ses recherches. C'est le président. Il y a des gens qui travaillent pour lui quand même. C'est le président des États-Unis. C'est que le fameux rapport dont on va parler, qui avait tout annoncé, il est également disponible. Alors, je sais que c'est très difficile aussi d'y accéder. Il est également disponible en version reliée avec une belle couverture sur Amazon. Donc, vous pouvez... Ouais, ouais, non, c'est Amazon, la réalité. Il est là. Amazon.com, quoi? Amazon.com, Ah oui, il d'accord. est là. C'est ce document qui rassemble donc toute une série d'études faites sur l'Iran par les plus grands spécialistes américains, mais aussi du reste de la planète. C'est un document qui a été publié en 2010 et que vous pouvez trouver. Il est également disponible dans à peu près, j'ai regardé sur Internet, la plupart des bibliothèques d'universités américaines. Il est d'ailleurs disponible à la lecture sur Google Books aussi. Donc, bon, Il y a voilà. des options. Hein, je suis pas allé le chercher dans des endroits secrets Non. en prenant des risques de folie. C'est que ce document-là est entièrement public et à la disposition de l'administration Trump. Mais malheureusement, on n'y a pas fait attention et donc on va se lancer dans ce document donc, qui nous explique en gros c'est quoi la doctrine militaire de l'Iran. On revient, hein, il a été écrit en 2010, d'accord, 2010. Et donc, ça va détailler corps par corps, hein, que ça soit sur le terrain, que ça soit les missiles, que ça soit la marine militaire, que ça soit l'aviation militaire iranienne. C'est quoi cette stratégie? Et je vous ai sélectionné sur ces 6 pages. Ces 6 pages, c'est vraiment très intéressant à lire, c'est très bien écrit, vraiment, je vous le conseille, en nous expliquant que, en fait, le modèle iranien avait changé depuis 1979, que toutes ces années-là, les Iraniens ont passé des années à observer, à étudier et à tirer les conclusions des difficultés des Américains en Afghanistan et en Irak, et voire au Kosovo, en se disant, bah, tiens, un jour, les Américains vont nous attaquer avec Israël, allons étudier leurs faiblesses, et par rapport à ces faiblesses, qui est par exemple le tout technologie, hein, vous le voyez maintenant, on perd même des avions
des avions tout seul, mais en tout cas, ce tout technologie, comment répondre à tout ça. Et on va créer ce modèle de warfare qui va nous permettre de non seulement répondre à cette supériorité technologique, c'est-à-dire les Iraniens, ils sont très clairs. On n'est pas au niveau des Américains. On n'a pas le même argent, on n'a pas la même technologie. On ne va pas aller combattre là. Nous ne sommes pas au niveau. Ils sont supérieurs. Mais par contre, il y a d'autres manières d'agir pour permettre de, par exemple, faire augmenter les risques, faire augmenter le coût de la guerre à ces autres pays pour que, à un moment, ça devienne insupportable pour le pays et le reste du monde. Et évidemment, on passe à Hormuz, mais pas que, de se dire, ben non, voilà, Faut pas continuer. ça coûte trop cher. Le but de la stratégie iranienne est d'infliger une défaite psychologique. Donc, encore une fois, lorsque Trump avance avec sa liste de courses, dit non, mais nous, C'est c'est pas pas le ça leur combat qu'on combat. fait. Oui, c'est vrai Ouais. tout ça. D'ailleurs, jamais dans les efforts de propagande iranienne, on entend, comme on avait entendu avec Bagdad Bob du côté de l'Iran, du côté de l'Irak, en disant c'est pas vrai, il n'y a pas de défaite, etc. Jamais on remet en question le bilan des bombes de Trump. Il y a les images des bombes de Trump, des bombes de l'Israël et des États-Unis. Jamais on met. Non, nous, on est sur autre chose. On veut remporter une victoire psychologique qui va finalement servir de leçon, garder ça en tête, notre ennemi. C'est ce qu'on appelle de la guerre asymétrique. Et donc, c'est écrit, regardez cette ligne, Asymmetric Warfare joue un rôle central dans la théorie militaire iranienne. Donc, bon, voilà. Et donc, ils expliquent que depuis des années, si on était encore dans cet extrait, depuis des années, les Iraniens ont développé des capacités de niche. C'est-à-dire que c'est pas... Non, non, hein, on ne veut pas la plus grande armée du monde. On ne veut pas l'armée la plus technologique. On veut une armée qui est capable de jouer sur nos forces contre les faiblesses des ennemis iraniens. Ce que aujourd'hui on appelle une capacité d'adaptation. Alors qu'on voit que cette capacité d'adaptation, ben, ça fait 25 ans dans la réalité quand on se prépare à ce moment-là. Donc vas-y Thomas. Ouais, c'est intéressant. Vous allez voir, on a même des détails par rapport à tout ça. Donc il y a évidemment, du côté américain, on avait avancé la stratégie qui a été utilisée par Trump au Venezuela, qui était decapitate et delegate, c'est-à-dire on tue les personnes au sommet de l'État et on trouve quelqu'un pour négocier. On s'est dit, on va faire pareil, on va s'attaquer immédiatement. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec la mort de l'ayatollah et au moins 40 autres personnes qui étaient dans l'exercice du pouvoir. On va faire ça et le pays ne va plus être en capacité de répondre. Et là, on nous parle de manière très claire de cette défense mosaïque dont on vous a déjà parlé, qui fait que tout le monde est restructuré pour être indépendant du pouvoir. Donc, vous détruisez le pouvoir, bah, c'est pas suffisant. Surtout que dans la réalité, on va sortir de ce dossier Thomas. Reuters, ce matin, publié hier cet article révélation en nous expliquant que finalement, il n'y avait pas eu de chute, de collapse du pouvoir iranien. Que contrairement à ce qu'on pensait, les informations du service de renseignement américain montraient que non, il y a non seulement la structure en mosaïque décrite en 2010 a fonctionné et du coup, il n'y a pas de risque de cette chute du pouvoir qui était pourtant un des chevals de bataille, un des arguments de Trump et de Netanyahou d'ailleurs, hein, de dire que on allait permettre, rappelez-vous les messages de Trump aux manifestants, les menaces de Trump aussi, mais les messages aux manifestants en disant on va venir
et on va remplacer ce pouvoir-là. Et là, vous avez cette information de Reuters qui dit, voilà, une multitude de rapports des différentes agences de renseignement américaines expliquent que dans la réalité, le régime n'est pas en danger. Donc oui, vous avez la liste de courses de Donald Trump qui est réelle, mais on a détruit du matériel, on a tué du monde, mais dans la réalité, rien n'a changé sur le terrain. Et on nous explique qu'en plus de ça, dans ces rapports des services de renseignement américains, qu'on s'est rendu compte que, contrairement à ce que l'on pensait, le gouvernement en place, le pouvoir en place en Iran, excusez-moi, continue à contrôler le public iranien. Il n'y a pas à un moment, c'était l'espoir, on se rappelle non seulement les messages de Trump, mais de Netanyahou au lendemain des frappes, de dire, voilà, en gros, levez-vous. C'était en gros ce que disait aussi Lindsey Graham, en expliquant, on va casser, mais c'est aux Iraniens sur place de se révolter. Il y a 2 jours, Laura Ingraham, donc, on vous a montré tout à l'heure sur Fox News, remettait en avant en disant, mais c'est quand qu'il y a les soulèvements populaires? Ils sont où les soulèvements populaires? Et dans ce rapport, on voit qu'apparemment, on n'y est pas encore. Ouais. Donc, on va retourner en 2010 dans ce document vraiment exceptionnel qui détaille justement corps par corps la défense iranienne. Et tout est dans ce rapport. On aurait pu faire une émission totale sur les 6 pages et passer par corps. Je vous ai sélectionné quelques extraits. Là, on est justement dans la doctrine navale. Comment on se bat. Donc, si vous êtes du côté américain et vous avez vu ces images, je sais que beaucoup de monde s'en est vanté, y compris certains experts de pipeau français, en disant « mais regardez ces images, on n'a jamais vu ça, les Américains », et c'est une réalité, qui coulent des bateaux, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Mais dans la réalité, on voit que suite à la guerre des tankers de 1988, les Iraniens ont compris que une guerre navale, c'est pas d'avoir des croiseurs contre des croiseurs et des gros bateaux qui se tirent dessus. Que déjà, géographiquement, c'est une zone extrêmement particulière, on va y revenir, donc c'est pas nécessaire, et que dans tous les cas, l'avance technologique américaine est telle que nos bateaux vont être coulés. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Et donc, ils ont une stratégie où on voit exactement la même chose qu'aujourd'hui, où on se dit, d'accord, à la place, on va utiliser nos vaisseaux plus petits pour attaquer, regardez ça, civilian tanker shipping. Donc, on va attaquer aujourd'hui, ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, c'est qu'on va attaquer ces super tankers et à la place de se dire, on va essayer de descendre des navires américains qui sont beaucoup plus importants et costauds que les nôtres, on va s'attaquer à des cibles plus faciles. Et vas-y. le premier soir, quand on était parti en Breaking News en disant qu'il y avait ce conflit qui avait débuté, on a parlé de ces analyses qui disaient exactement ça, que l'Iran n'allait pas faire la guerre traditionnelle avec nous, il n'allait pas se mettre sur des champs de bataille, mais qu'on allait voir ce style d'attaque et que aussi que de faire tomber des bombes sur un peuple ne fait pas changer un régime, que ensuite ils vont pas nous voir comme des gens qui viennent leur libérer d'un régime, surtout qu'ensuite on a des incidents comme cet incident avec l'école, où on est en train de dire oui, certes, vous avez un dictateur, mais de l'autre côté, vous avez les autres qui vous bombardent. Donc, c'est pas une situation vraiment gagnante. Non, c'est certain. On revient sur cette histoire de la manière dont on envisage la guerre marine. C'est un document de 2010, je me répète, du côté de l'Iran. Donc, les mines, les bateaux rapides, les speedboats qui vont venir s'écraser sur les supertankers. C'est l'image qu'on vous a montrée en début. C'est cette vidéo qu'on vous a montrée en début. Et donc, en disant, on va faire une forme de guérilla en mer. D'autant plus que nous avons des exemples qui nous permettent, on va avancer dans ce document, nous permettent de faire face à tout ça. Et c'est encore une fois cette application. Et il y a eu des opérations avant qui leur ont montré
depuis la fin des années 80, que c'était la stratégie qui fonctionnait parce qu'en plus, on est dans une période où du coup, on peut faire, au lieu de déplacer dans une zone qui est extrêmement étroite des gros navires, vous avez des attaques surprises et donc de se dire, voilà, au lieu d'infliger une défaite décisive, ce qu'on va faire, on va créer suffisamment de dégâts, c'est ce qu'on essaye de faire actuellement, pour faire que le coût de la victoire soit quelque chose qui ne soit pas atteignable pour les Américains. C'est vraiment ce qui est écrit dans le document. Allez, regardez ça. Donc ouais, encore une fois, hein, on revient dans le détail, on explique. Regardez, on nous explique même comment ils sont équipés par la Russie, par la Corée du Nord, et que c'était écrit noir sur blanc, hein, que cette naval doctrine avait été développée. Elle a été essayée dans les années 80 et dans les années 90, et on s'est rendu compte que c'était la meilleure manière de faire. Bah, c'était ça, et vous avez encore une fois les small boats, les mines qui sont utilisées contre des navires commerciaux. Et du coup, ou alors on peut leur tirer dessus depuis le bord du détroit. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, on vient parler, encore une fois, c'est exactement ça, le détroit d'Ormuz, en disant comment ils ont compris que c'était un lieu extrêmement important, pas que pour le pétrole, mais maintenant donc pour la guerre, en disant qu'ils pourraient utiliser leur contrôle de ce passage pour menacer ou même faire mal à d'autres pays. Ouais, parce qu'ils ont compris qu'à l'époque, il y avait jusqu'à 30% qui passaient par là, que c'était complètement étroit, et que si on agissait dans le détroit d'Ormuz, on créait une pression sur les États voisins, hein, ces fameux États du Golfe, sur les États voisins et sur les ennemis, parce que du coup, on venait atteindre le prix du pétrole. On va y revenir dans quelques secondes sur les États du Golfe, justement. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. Donc, là aussi, regardez, ils ont compris que la géographie des lieux, hein, d'un côté, vous avez les Américains qui sont arrivés avec ces énormes bateaux. Et pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas envoyer la Navy venir escorter ces bateaux-là? Parce qu'en fait, la géographie des lieux ne permet pas ça. Et donc, au lieu d'acheter et de construire et de dépasser des fortunes dans ces énormes navires, on a préféré investir dans un équipement qui était à la hauteur des lieux géographiques, en disant, ben voilà, désormais, on a ce qu'il faut. On va utiliser les grottes qui sont tout au long de cette côte, et on va fortifier des îles tout au long qui nous permettent de menacer les routes commerciales. Donc, on a vraiment compris l'avantage de faire tout ça. C'est vraiment moins ce que le général Kane a dit, c'est les autres qui s'adaptent, et plus c'était la stratégie qu'ils avaient. Ouais. Donc voilà le dernier passage de ce rapport. Le résumé de ce rapport en disant le futur, nous on est en 2010, regardez, on écrit que du coup, vu que les Iraniens sont passés à autre chose, en une nouvelle doctrine, la possibilité qui a été aussi une des raisons mises en avant par Donald Trump en disant si je n'avais pas attaqué, on était à 1 jour, 2 jours, 3 jours où les Iraniens allaient nous attaquer. Ils disent non, mais en fait pas du tout, parce qu'en 2010, on s'était rendu compte après des années d'études que toute la stratégie militaire iranienne n'était pas sur l'attaque, mais sur la défense. C'était de profiter des erreurs et des faiblesses des autres. Et donc, on vous le dit. Voilà, c'est la possibilité d'une confrontation directe avec les Américains. Ils ne sont pas équipés pour ça. Ils ne sont pas équipés. Leur état-major n'est pas prévu pour ça. Leur ligne de défense n'est pas prévue pour ça. Leur matériel n'est pas prévu pour ça. Mais par contre, si on attaque l'Iran, voici comment ça va se passer. Et ce comment ça va se passer, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, il y avait
du côté de Washington, ce rapport, et je suis persuadé qu'il y en a des dizaines d'autres, Ouais. qui démontraient que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas la bonne chose pour tenter d'avoir une victoire. Alors après, il y a la définition de la victoire. On va y revenir dans 2 secondes. Une victoire en Iran. C'est une édition spéciale de La Chute. À tout de suite.